Bonjour. Quel facteur constitue la puissance actuelle de la Chine qui est apparemment en pleine ascension? Quelle est cette menace chinoise et en quoi ébranle-t-elle les bases de l'hégémonie américaine et celle de l'ordre mondial libéral? Telles sont quelques questions entamées, entre autres, dans le livre Comment la Chine conquiert le monde, le rôle du pouvoir symbolique de son auteur, le professeur Roram Chantal, que nous accueillons aujourd'hui chez Arts et Lettres à ICI Télévision. Roram Chantal est spécialiste des questions chinoises et professeur en sciences politiques à l'école des hautes études publiques HEP à l'université de Moncton. Le livre Comment la Chine conquiert le monde, le rôle du pouvoir symbolique est publié chez les presses de l'Université de Montréal. Il explique généralement la fascination grandissante exercée par la Chine, non seulement sur les pays en voie de développement, mais sur aussi anciennement communistes, et également sur un nombre croissant de pays démocratiques et industrialisés en Occident. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, M. Roram Chantal. Bonjour, M. Benkiran, et puis merci de cette invitation. Très content d'être avec vous. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir, d'autant plus que j'ai eu le plaisir de lire ce livre fascinant sur la Chine, car moi-même, de manière subjective, je me suis toujours posé des questions, et puisque jamais temps de trouver les réponses auprès de vous. Chez Arts et Lettres, ici Télévision, mesdames et messieurs, comment la Chine conquiert le monde, le rôle du pouvoir symbolique chez l'empire du juste milieu, comme on a tendance à l'appeler chez quelques pays, l'empire du juste milieu. Dans quel sens on peut parler de pouvoir symbolique ici, M. Roram? Et puis, quels sont les facteurs qui font que la Chine est justement en pleine ascension? Mais merci pour cette question, parce que quand on parle de pouvoir symbolique de la Chine, s'agissant d'une puissance autoritaire, on peut penser qu'on parle, qu'on suggère que la puissance chinoise soit normativement bonne, juste pour le peuple chinois, ou bien encore pour les partenaires de la Chine à travers le monde. Non, ce n'est pas le sens du pouvoir symbolique. Pouvoir symbolique au sens où nous l'avons emprunté à Pierre Bourdieu, le sociologue français, signifie tout d'abord une puissance qui est perçue. La perception est importante ici, comme étant une nation indispensable, comme de plus en plus ayant les réponses aux grandes énigmes du monde, que ce soit au plan social, au plan économique et au plan politique. Tout d'abord parce que la Chine a suivi une voie hétérodoxe pour se développer au cours des dernières décennies, comme aucune puissance dans l'histoire de l'humanité n'a réussi à le faire. Ensuite, parce que la Chine a lancé un ensemble d'initiatives internationales. On peut penser à l'initiative des nouvelles routes de la soie qui offre des réponses à la fois à certains pays industrialisés et démocratiques, comme vous l'avez mentionné, mais également à un certain nombre de pays dans le monde en développement. Excellent. Parfait. Dans votre livre, justement, vous mentionnez cette fascination que la Chine exerce sur le monde en entier. Et cela dit, il y a une zone d'incertitude politique et des turbulences aussi sur le plan économique, il faut le mentionner. Mais malgré ça, il y a un hard power chinois très présent et une industrie très, très présente dans le monde. Qu'est-ce qui fait justement que ces zones de turbulence existent et pourquoi justement elles sont dues à certains facteurs, comme par exemple la guerre économique avec les États-Unis? Est-ce que vous pensez que ces turbulences peuvent être aussi une cause à cette guerre livrée aux États-Unis? Oui, absolument, parce que les États-Unis et la Chine sont les deux premières puissances du XXIe siècle. Donc, le fonctionnement harmonieux du monde dépend de la plus importante relation bilatérale dans les relations internationales. Oui. Malheureusement, la Chine monte en puissance et il existe de plus en plus une perception que d'ici quelques années, la Chine pourrait surclasser les États-Unis et donc
cette perception pousse certains secteurs conservateurs aux États-Unis à percevoir une menace chinoise qui peut exister à certains égards, mais à d'autres importants égards est une menace qui est gonflée et qui reflète, à mon avis, davantage les phobies de l'Occident vis-à-vis de la Chine et également les valeurs propres de l'Occident que certaines puissances veulent projeter. Et donc, à moins vraiment la compréhension de la nécessité d'une coopération, d'une coexistence pacifique avec la Chine dans le respect des intérêts vitaux de la Chine et des autres grandes puissances, évidemment, les relations internationales risquent de s'en trouver malheureusement perturbées. Perturbées, parfait. Et puis donc, il y a cet autoritarisme du point de vue politique qui séduit le monde, une certaine séduction de cet autoritarisme chinois très présent. Et on a aussi l'impression que ces transitions politiques et démocratiques sont parfois piégées, ne sont pas assez crédibles. Est-ce que vous pensez que cet autoritarisme pourrait peut-être empêcher les Chinois de vraiment dominer le monde? Mais c'est le contraire. Vous savez, l'histoire de l'humanité, au cours de l'histoire de l'humanité, les puissances autoritaires, l'autoritarisme a été la norme. Donc la démocratie est d'émanation, somme toute, récente. Alors, après l'effondrement de l'Union soviétique au tournant de la décennie 1990, il existait un triomphalisme en Occident. On pense en particulier au livre de l'universitaire américain Francis Fukuyama, qui parlait de la fin de l'histoire, au sens où c'était pas uniquement l'effondrement de la puissance soviétique, mais c'était également le triomphe de l'idéologie libérale. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate au contraire que non seulement la Chine, elle a suivi avec succès la voie autoritaire, même si elle a embrassé le capitalisme, c'est un capitalisme d'État, mais aussi l'Union soviétique qui avait embrassé la voie démocratique, a connu une expérience amère et est aujourd'hui, par exemple, parmi d'autres pays, est en train de suivre la Chine en embrassant l'autoritarisme, mais pas uniquement l'Union soviétique. On peut penser à la Hongrie, on peut penser à beaucoup d'autres pays, dans le monde, à la Turquie. De l'Europe de l'Est. Très bien, on fait une pause publicitaire et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Notre invité d'aujourd'hui, jeudi, M. Rorom Chantal, professeur universitaire et l'auteur de « Comment la Chine conquiert le monde ». À tout de suite. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres. Monsieur Rorom Chantal, notre invité d'aujourd'hui. Comment la Chine conquiert le monde, le rôle du pouvoir symbolique. Re-bienvenue parmi nous, monsieur Rorom. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de bien vouloir montrer le livre. Il est avec vous, ce livre en version papier. Que voici, mesdames et messieurs, Comment la Chine conquiert le monde, le rôle du pouvoir symbolique, publié donc chez les presses universités de Montréal. Excellent. On va continuer. Vous rapportez dans vos livres cette phrase qui m'a interpellé d'un analyste. Quoi qu'il arrive en fin de compte, l'ascension de la Chine est en soi suffisante pour recomposer la physique ou le physique de notre monde. Alors ça m'amène à parler de cette identité justement sud de la Chine que vous rapportez aussi dans un chapitre de votre livre. Et on parle d'un modèle international crédible offert par la Chine à ces pays du Sud, à ces pays en voie de développement. Et donc, l'existence de ce modèle, est-ce que c'est justement le fait que l'Occident n'a pas réussi à offrir un modèle donc, idéal donc à ces pays en voie de développement, justement? Mais votre lecture est correcte. Je vais encore faire référence à la décennie 90, lorsque, après l'effondrement de l'Union soviétique, donc on a parlé du
consensus de Washington qui voulait signifier l'association entre la démocratie libérale et l'économie de marché qui était présentée à l'époque, qui était vendue comme la recette salutaire pour sortir les pays dans les différentes régions du monde donc de la pauvreté et donc pour que ces pays puissent acquérir le progrès, réaliser le progrès. Malheureusement, les expériences de l'Amérique latine, en Afrique et dans d'autres régions ont démontré que ce consensus de Washington n'a pas tenu ses promesses. Et en même temps, n'a pas fonctionné. Et vous avez une Chine qui a suivi, qui a eu, et certains analystes en Occident le reconnaissent, le mérite de suivre sa propre voie. Et qui a réussi. À partir de ce moment, c'est pas les Chinois, c'est un analyste en Occident, John Cooper Ramo, qui a eu l'idée de théoriser le consensus de Pékin. Et les Chinois disent évidemment que le développement d'un pays suit certaines logiques endogènes qui sont propres à l'histoire de chaque pays, à la culture de chaque pays. En ce sens-là, ils ne pensent pas qu'il existe véritablement un consensus de Pékin. En tout cas, l'expérience de la Chine regorge des leçons pour les pays qui souhaitent émerger et emprunter une voie pour réaliser le progrès et le développement économique. Bien, alors, et pourquoi justement les concepts, parce que vous rapportez ça, vous l'expliquez, peut-être pour que les téléspectatrices et téléspectateurs du Canada puissent aussi saisir l'ampleur de la chose. Pourquoi des concepts comme par exemple État-nation ou système qui sont au cœur justement des efforts de théorisation en Occident, pourquoi ils ne sont pas vraiment intégrés dans le système en Chine et est-ce que vous pensez qu'ils doivent être normalement générés dans le système? Mais pourquoi ils n'existent vraiment pas? Mais parce que la Chine a sans doute l'histoire, la civilisation la plus longue de l'humanité ininterrompue. Et donc, la Chine a toujours suivi sa voie impériale et le concept qui rend mieux compte du comportement de la Chine, à la fois au plan intérieur, mais également sur la scène internationale, c'est celui de Tianxia. Tianxia, c'est un concept qui signifie tout ce qui est sous les cieux, sous le ciel. Autrement dit, la Chine a suivi une conception impériale et comme vous le savez, les empires n'ont pas de frontières délimitées comme les États-nations. Les frontières de l'empire movibles et la Chine a souvent entretenu aussi des relations plutôt hiérarchiques avec les pays dans sa périphérie. Et également, la Chine a des rapports plutôt particulier avec ce que l'on appelle en Occident la société civile. Et pour toutes ces raisons, le concept d'État-nation qu'on vénère en Occident ne correspond pas à la réalité chinoise. Parfait. Donc c'est une réalité différente. Et puis il y a une rivalité, je veux dire, très très présente entre la Chine et les États-Unis. Dans des pays latino-américains, vous en avez parlé aussi dans votre livre, une rivalité où la Chine s'élance une nouvelle théorie pour comprendre la Chine, c'est-à-dire comme une nouvelle théorie nécessaire pour pouvoir la comprendre. Est-ce que vous pensez que cette nécessité, est vraiment utile et urgente pour pouvoir comprendre la Chine? Le problème, c'est que les principales théories qu'on utilise en Occident quand on essaye de prédire le comportement de la Chine, ce sont des théories inspirées de l'expérience de l'Occident, des puissances occidentales. Par exemple, au plan de la guerre, on réfère souvent en Occident à Clausewitz, qui disait que la guerre, c'est la continuation de la politique par les autres moyens. Alors que la Chine s'inspire de ses propres penseurs. On peut penser à Confucius, on peut penser à Sun Tzu. Sun Tzu, c'est l'équivalent chinois. C'est absolument. Sun Tzu, c'est l'équivalent chinois de Clausewitz. Alors lui-même, il inverse le paradigme de Clausewitz en disant que la politique, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Autrement dit,
on s'épuise à utiliser les théories occidentales pour essayer d'expliquer le comportement de la Chine contemporaine, alors que la philosophie ancienne chinoise continue d'exercer une influence considérable sur la Chine. C'est pourquoi et d'être très présente. Oui. On doit chercher à comprendre la Chine selon ses propres termes, pas pour justifier les comportements de la Chine qui sont répréhensibles, mais si on veut vraiment essayer de comprendre la logique, la rationalité derrière certaines actions de la Chine, il faut laisser de côté, pas entièrement, mais il faut essayer de comprendre la philosophie chinoise, l'histoire de la Chine. D'après comme Confucius, c'est ce que vous avez dit. Excellent. Une pause publicitaire et on revient aussi dans les prochaines minutes. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres, comment la Chine conquiert le monde, le rôle du pouvoir symbolique de son auteur, le professeur Roram Chantal. On continue l'entrevue avec vous. Maintenant, vous avez parlé d'un discours illibéral chez les Chinois. Comment faudrait-il comprendre l'attrait du discours illibéral chez les Chinois, M. Roram? Mais tout d'abord, les Chinois ont vécu depuis la première et la deuxième guerre de l'opium aux mains des Britanniques et d'autres puissances occidentales, une humiliation. Et les dirigeants chinois, en suivant cette voie illibérale qui consiste à dire ce qui va prévaloir en Chine, ce ne sera pas la liberté individuelle telle qu'on l'expérimente en Occident, mais la liberté collective. Au profit de la liberté individuelle, en échange, je vous garantis le progrès. Alors, les Chinois regardent ce qui s'est passé en Union soviétique et ils ont vu la misère que les Russes ont connue. Et même s'ils reprochent énormément de choses à leur gouvernement, à leur régime, ils préfèrent s'en accommoder. Et c'est pour cette même raison que certains pays dans le monde s'intéressent également à ce qu'a fait la Chine, parce que la Chine a semblé trouver la recette du succès sans nécessairement passer par des réformes démocratiques qui sont en général coûteuses au plan social. Donc c'est en ce sens-là qu'on peut expliquer un certain attrait effectivement paradoxal de l'autoritarisme chinois. Là, vous dites quelque chose de très intéressant, que les Chinois semblent avoir trouvé, ont trouvé cette recette du succès. Ma question, elle est juste d'ordre général. En discutant, normalement ça revient dans beaucoup de discussions, pourquoi maintenant le monde a tendance à considérer que la Chine a dépassé les États-Unis? Est-ce que vous partagez cette opinion, M. Roram Chantal? La Chine a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir effectivement dépasser les États-Unis au plan de la puissance conventionnelle. Les États-Unis sont très, très solides au plan économique. Les États-Unis sont loin devant au plan militaire. C'est pourquoi certaines craintes inspirées par la Chine sont des craintes irrationnelles. Maintenant, au plan économique, la Chine, c'est quand même un pays de 1,3 milliard d'habitants. C'est la plus grande, pratiquement, classe moyenne mondiale. Même dans le monde, oui. Dans le monde, même si l'économie chinoise croissait à un rythme relativement lent, si cette croissance est soutenue d'ici quelques années, il est inévitable que la Chine, à moins vraiment d'un revirement spectaculaire, elle dépassera les États-Unis. Et puis, ce qui explique aussi cette perception, la popularité de la Chine, c'est qu'au cours des dernières décennies, les États-Unis ont pratiquement abdiqué leur leadership. Ce à quoi la puissance américaine nous avait depuis longtemps habitués. Et la Chine a répondu à ce vide de leadership en proposant un ensemble d'initiatives, la création de la Banque
asiatique d'investissement en infrastructure, mais également l'initiative des nouvelles routes de la soie, qui est une initiative la route de la soie. Donc tout ça contribue, si vous voulez, à façonner cette image de la Chine d'une puissance indispensable en dépit des problèmes au plan intérieur avec le régime chinois. Parfait. Vous clôturez ce livre par cette nécessité, sur peut-être la possibilité de prendre en compte, je citerai, l'exploration de l'interdépendance entre les dimensions symboliques et matérielles de la puissance. Alors, à quel point est-ce possible? Quel est votre commentaire? Pouvez-vous nous en dire plus? Mais écoutez, quand on parle de la puissance symbolique, ça renvoie à la façon dont un pays utilise sa puissance. Mais pour être symbolique, il faut tout d'abord qu'on soit fort. Il faut qu'on soit économiquement riche. Il faut aussi qu'on soit militairement fort comme pays. Et donc, à l'inverse, un pays qui est fort, qui est puissant, comme on l'a vu avec les États-Unis de George Bush, mais qui fait une utilisation immodérée de sa puissance, risque de s'attirer des critiques, et à partir de ce moment, moralement, vous êtes affaibli. Vous vous rappelez sans doute la guerre du Vietnam que les États-Unis ont perdue. Pourtant, c'était un pays de loin beaucoup plus fort au plan de la puissance matérielle que le Vietnam. Donc, si vous voulez, il y a la nécessité pour les pays de combiner ces deux dimensions, la puissance matérielle d'un côté, mais en faire une utilisation morale. C'est pourquoi, pour terminer là-dessus, en dépit des problèmes de violation de droits de l'homme en Chine, en dépit de l'autoritarisme qui existe, la Chine met en œuvre un certain nombre d'initiatives qui profitent au pays à travers le monde et s'attend, si vous voulez, à adoucir, à édulcorer l'image de la puissance chinoise pour en faire une nation indispensable. Et aussi, c'est ça qui m'a fait parler dans le livre du pouvoir symbolique de la Chine. De la Chine. Donc, comment la Chine conquiert le monde, le rôle du pouvoir symbolique, de son auteur Rorom Chantal, publié chez les presses de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Chantal. C'est un plaisir de vous avoir accueilli. C'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. Je vous en prie. À la prochaine.